La mémoire de l'être humain. La mémoire collective de l'homme est une mémoire autobiographique proprement individuelle qui n'est pas un phénomène purement mental, qui se réfère à la mémoire de l'être humain, à des faits importants dont il a lui-même fait l'expérience, prenant place dans une activité conjointe d'expression, acte de se souvenir ensemble, à considérer comme des actes de langage faisant partie de la conception de l'identité individuelle et légitime des membres d'une collectivité sociale vivante. La mémoire collective se transmet aussi par le biais d'artefacts sociaux, conversations, de légendes, de contes, de mythes ou d'histoires mythologiques, d'études réalisées par des chercheurs et des producteurs reconnus. Ces études ont souvent été réalisées afin d'affirmer ou de revendiquer l'identité d'une collectivité sociale vivante, de coproduire des souvenirs, former des discours permettant de fonder et ou converger une mémoire collective lors de discours de rappel collectif, d'en obtenir une forme de valorisation de soi et de l'estime de soi collective par le biais de l'histoire de la collectivité sociale vivante, notamment mythologique, de constituer l'identité d'une collectivité sociale légitime, valorisante, historique et symbolique, de s'assurer le soutien des membres de la collectivité vivante lors de choix de système et de maintenir la continuité historique et culturelle légitime. Dans certaines productions, elle dévoile souvent le thème d'une diversité culturelle européenne, soit, mais aussi de la mémoire collective avec plus ou moins un ton de diversité externe, autobiographique de faits importants ne reflétant pas la vraie mémoire collective vécue, d'une mémoire collective s'opposant à la version des faits importants vécus, formateur de la mémoire collective convergée, de fondement d'artefacts sociaux, de revalorisation de l'identité sociale se basant sur une comparaison avec d'autres collectivités sociales, de fondement de valorisation de collectivités sociales vivantes, de revalorisation de soi, de valorisation d'une glorieuse mythologie, légitime et valorisante, jouant un rôle important dans la conception de l'identité de la collectivité sociale, satisfaisant une fonction symbolique primordiale à l'existence de la collectivité sociale vivante, permettant d'assurer le soutien des membres de la collectivité sociale vivante lors de prise de décision et ou de choix de système, afin de maintenir une continuité historique légitime, de fonder une identité sociale, de former des actes de langage, artefacts sociaux, constituant l'expression d'un souvenir collectif, conversationnel, et concevoir une mémoire collective autobiographique, perceptible, légitime, symbolique et valorisante. Cette même mémoire collective qui a fait évoluer les cultures et qui est de nos jours une thématique à l'origine de nombreuses études scientifiques. La mémoire désigne à la fois la capacité d'un individu ou d'un groupe humain de se souvenir de faits passés et se souvenir lui-même. Dans le domaine de la philosophie, la mémoire est considérée comme l'une des principales facultés de l'esprit humain. La mémoire a fait l'objet des toutes premières investigations scientifiques. Les progrès dans la compréhension des mécanismes de la mémoire tiennent pour beaucoup à l'étude de cas exceptionnels, dites mémoire eidetique. Depuis le début du XXe siècle, de nombreux modèles ont été proposés pour rendre compte des observations expérimentales. René Descartes s'est intéressé très tôt aux moyens d'accès à la connaissance dans les règles pour la direction de l'esprit, en 1629, règles qu'il emploiera dans la suite de sa carrière philosophique. Il mentionne les relations de la mémoire avec l'intuition et la déduction dans la règle 3e. La déduction n'a pas besoin d'une évidence présente comme l'intuition, mais elle emprunte en quelque sorte toute sa certitude de la mémoire. La règle 7e insiste sur la fonction de la mémoire dans l'énumération. Aussi, j'en parcourrai la suite de manière que l'imagination à la fois en voit une grandeur et passe à une autre, jusqu'à ce que je puisse aller de la première à la dernière avec une telle rapidité que presque sans le secours de la mémoire, je saisisse l'ensemble d'un coup d'œil. La règle 8e mentionne les avantages ou les inconvénients que les facultés de mémoire, ainsi que d'autres, peuvent apporter dans la méthode scientifique. Et d'abord, nous remarquerons qu'en nous, l'intelligence seule est capable de connaître, mais qu'elle peut être ou empêchée ou aidée par 3 autres facultés, c'est à savoir l'imagination, les sens et la mémoire. Il faut donc voir successivement en quoi ces facultés peuvent nous nuire pour l'éviter ou nous servir pour en profiter. La règle 12e indique les moyens qu'emploie l'intelligence. Enfin, il faut se servir de toutes les ressources de l'intelligence, de l'imagination, des sens, de la mémoire, pour avoir une intuition d'instinct, des propositions simples pour comparer convenablement ce qu'on cherche
avec ce qu'on connaît et pour trouver les choses qui doivent être ainsi comparées entre elles. En un mot, on ne doit négliger aucun des moyens dont l'homme est pourvu. On retrouve aussi le terme mémoire dans des expressions renvoyant à l'être humain. Remettre quelque chose en mémoire à quelqu'un. Avoir la mémoire des mots, des noms propres, des personnes, des faits, des sons. Se rappeler particulièrement bien les mots, les noms propres, les personnes. Cela est injurieux pour la mémoire d'un tel. Veiller sur la mémoire de quelqu'un. Rendre, décerner des honneurs à la mémoire d'un grand homme. Faire le procès à la mémoire d'un homme. Chérir, honorer, flétrir sa mémoire. Tel prince d'heureuse mémoire, de vertueuse mémoire, de glorieuse mémoire. Formule employée en parlant d'un prince qui s'est illustré par ses vertus. Un personnage de fâcheuse mémoire. Le domaine de la mémoire est condition située et diffusée. On peut notamment trouver citées des études sur le pilotage d'avions de ligne et la navigation maritime, où il est décrit comment le traitement, mémorisation, rappel, utilisation d'un paramètre comme la vitesse de l'avion se diffuse entre les deux membres de l'équipage et les outils à leur disposition dans le cockpit. Il est aussi suggéré que les processus cognitifs ne sont pas des phénomènes purement individuels, mais le résultat de l'activité coordonnée des participants et de leur instrument. Le terme mémoire est aussi lié à ce que l'on nomme la courbe de l'oubli ou la courbe théorique de l'oubli, qui suit une asymptote, ce qui signifie qu'un individu perd constamment des données, décroissance exponentielle, bien qu'il n'oublie jamais tout totalement. La mémoire eidetique de l'être humain. Même si la controverse scientifique considère la mémoire eidetique comme une légende et un mythe sans fondement, le mythe a été discrédité lors d'une expérience sur la capacité de grands champions d'échecs à mémoriser des positions complexes de pièces sur un jeu. Les champions étaient capables de se souvenir de surprenantes quantités de messages, bien plus que dans le cas d'amateurs. Cette expérience venait ainsi au soutien de la mémoire eidetique. Toujours est-il que plusieurs études laissent penser que la mémoire eidetique est un phénomène réel. Dans certaines études, il est décrit comment on peut s'entraîner à développer une mémoire extraordinaire par des exercices, appuyant ses arguments sur des méthodes précises. Les cas de mémoire eidetique ou mémoire extraordinaire ou mémoire spectaculaire ont été rapportés où de jeunes enfants ont manifesté la capacité de se concentrer sur une image et ensuite de s'en souvenir avec une parfaite clarté quelques minutes plus tard. Cependant, ces aptitudes disparaissent généralement quand ils grandissent. D'autres cas, se rappeler le contenu de 12 000 livres, il lisait un livre en 1 heure et le retenait. Un autre exemple plus frappant encore, parce que plus visuel, dont les performances montrent clairement une capacité de mémorisation quasi photographique. Il faut savoir que tout individu est doté d'un fond, une mémoire eidetique ou mémoire visuelle, c'est-à-dire une essence dont d'autres individus réels ou possibles sont dotés. La mémoire eidetique est la faculté de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons ou d'objets dans leurs moindres détails. Des cas de mémoire eidetique ou mémoire extraordinaire ou mémoire spectaculaire ont été perçus, où des dons exceptionnels dus en grande partie à une mémoire eidetique de jeunes enfants ont manifesté la capacité de retenir définitivement tout livre lu. Absolu de l'être humain. On retrouve le terme mémoire dans des mots, des expressions, parfois même philosophiques, renvoyant à l'être humain et à l'absolu. Homme est un terme absolu, père est un terme relatif, qui a en soi sa raison d'être et qui n'a besoin ni pour être conçu, ni pour exister, d'aucune autre chose. En philosophie est absolu ce qui existe par soi-même, sans dépendance. Ce qui est absolu n'a besoin d'aucune condition et d'aucune relation pour être. L'absolu ne dépend d'aucune autre chose. L'absolu a d'une part pour synonyme inconditionnel et indéterminé, et d'autre part le sens de sublime, achevé et de totalité. La notion d'absolu, dont se réclame chaque penseur, est née à travers une intuition intellectuelle qui est difficilement exprimable. En 1628, Descartes parle de l'absolu méthodologique. J'appelle absolu tout ce qui contient en soi, à l'état pur et simple, la nature sur laquelle porte la question. Par exemple, tout ce qui est considéré comme indépendant, comme cause, comme un simple, universel, un égal, semblable, droit ou autre chose de ce genre. Et je l'appelle en même temps le plus simple et le plus facile. Puis, et le secret de toute la méthode est là, en toute chose repérer soigneusement ce qui est le plus absolu. Certaines choses, en effet, sont plus absolues que d'autres sous un certain rapport. Mais autrement considérées, elles sont plus relatives.
Par exemple, l'universel est plus absolu que le particulier, puisqu'il possède une nature plus simple. Mais on peut le dire, plus relatif que ce dernier, puisque son existence dépend des individus. De même, certaines choses peuvent être parfois plus absolues que d'autres, sans être encore les plus absolues de toutes. Par exemple, au regard des individus, l'espèce est quelque chose d'absolu. Ici, le mot absolu signifie simple, non divisible et premier, dont les autres choses dépendent. Dans la pensée du romantisme, l'absolu en soi joue toujours le rôle de fondement. Toutefois, il est noté que Kant reste préoccupé par le fondement a priori du savoir scientifique. L'un des caractères généraux de l'absolu est l'être en tant que tel. Paradoxalement, l'absoluté, lorsqu'elle concerne l'être et en accompagne les déterminations, caractérise positivement l'admirable. Absolu qualifie aussi l'être lui-même, celui qui subsiste par soi et à qui tous les autres doivent être, constitué positivement par opposition aux êtres dépendants. Dans cette vision, il reste inscrit dans une relation avec quelque chose d'autre que soi-même. Depuis Kant, on sait qu'aucune expérience sensible de l'absolu en soi n'est possible. Au début du XIXe siècle, il est présupposé qu'il y a un savoir de la totalité, qui porte et détermine tout autre savoir, qui est le savoir au sens propre et occupe le premier rang. Kant détermine ce savoir être intuition, représentation immédiate de son identité et sa présence à soi. Une des voies d'accès à l'absolu en soi, la voie d'accès positive à l'absolu en soi. La mémoire hypermnésie de l'être humain. Des cas de mémoire hypermnésie ont été rapportés où des personnes peuvent se remémorer des périodes lointaines de leur vie remontant à la petite enfance. Ces souvenirs sont principalement visuels mais parfois sonores, olfactifs, tactiles, avec des souvenirs de sensations qui leur sont parfois associés. L'hypermnésie est une mémoire fonctionnant par association incontrôlable. Leur mémoire ne garde pas le souvenir de chaque élément de leur vie. Elle est aléatoire et peut parfois retenir des faits importants perçus comme insignifiants. Ils n'ont pas de maîtrise des éléments à retenir. Leur mémoire ne leur permet pas de conserver ce qu'ils souhaiteraient à volonté. Ces personnes ont des souvenirs autobiographiques d'une grande précision, mais n'ont pas des capacités mnésiques supérieures à la moyenne pour le reste de leur mémoire épisodique. Dans leur cas, il n'y a aucun procédé technique mis en œuvre volontairement, les souvenirs s'imposant au contraire de façon automatique. Les facultés sont divisées en degrés et en fonction des 5 sens. Une personne ayant une mémoire hypermnésique complète est une personne dont tous les messages perçus par ces 5 sens sont enregistrés, tandis qu'une personne ayant une mémoire hypermnésie du premier degré ne garde qu'un seul de ses sens en mémoire. Les 2 sens les plus souvent gardés sont la vue et l'ouïe. Malgré leur capacité, les personnes ayant une mémoire hypermnésie ne sont pas des calculateurs calendaires comme certaines personnes. Toutefois, certaines personnes ayant une mémoire hypermnésie ont un intérêt obsessionnel pour les dates. Par conséquent, la personne affiche beaucoup de difficultés à mémoriser des messages allocentrés. Sa mémoire autobiographique, bien qu'incroyable, est également sélective et même ordinaire à certains égards. Ceci a été démontré par la piètre performance de certaines personnes au test de mémoire normalisée. À l'école, certains élèves sont moyens, manifestement incapables d'appliquer à leurs études leur mémoire exceptionnelle. Des tendances similaires ont été observées dans d'autres cas d'hypermnésie. On peut notamment trouver l'hypermnésie citée dans les arts et le cinéma. Les capacités extraordinaires des personnes ayant une mémoire hypermnésie ont fasciné de nombreux conteurs et cinéastes, entre autres dans le genre fantastique. Ce sont ces effets qui ont intéressé la plupart de ces producteurs, d'où beaucoup de réinterprétations et d'utilisations plus ou moins erronées ou exagérées de l'hypermnésie. On trouve le thème de la mémoire hypermnésie utilisé dans Spleen. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Les fleurs du mal de Baudelaire. Poème. Je retiens même ce que je ne veux pas retenir et je ne peux pas oublier ce que je veux oublier. Propos attribués à Thémistocle par Cicéron. La mémoire de l'être humain est située dans les légendes, la littérature et le cinéma. Elle se transmet par le biais de ses productions artistiques réalisées par des producteurs reconnus. Ces productions ont souvent été réalisées dans un but de fondement du savoir scientifique et de détermination intuitive des caractéristiques positives du sublime et de l'admirable, dans la volonté de s'inscrire dans une relation avec quelque chose d'autre que soi-même. Elle dévoile souvent l'étude du thème de la diversité culturelle européenne et du multiculturalisme cité très souvent avec un ton plus ou moins exotique. C'est cette même diversité culturelle qui a fait évoluer les cultures européennes, indiennes ou les exceptions culturelles, sans origine culturelle, et qui est de nos jours une thématique à l'origine de nombreuses études scientifiques.